Avant de continuer sur nos trois crânes, je voudrais revenir sur trois généralités qui me semblent intéressantes. La première, c'est qu'on a parlé de l'intention. Et cette intention, il faut savoir qu'elle évidemment, elle est également dans l'organisme. Et la meilleure intention que l'on puisse prouver, c'est celle du système immunitaire. Votre système immunitaire, c'est tout, c'est votre soi, c'est l'extérieur à votre soi. Les lymphocytes ont cette capacité de soigner votre intériorité et de vous défendre de l'extériorité. Peut-être que c'est un état de conscience qui pourrait être intéressant à creuser, mais qui n'est pas d'autre propos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une particularité assez étonnante du système immunitaire, qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'il est capable finalement de se coller à un antigène avant même qu'un autre antigène soit rentré dans le corps. Ça veut dire qu'il a déjà repéré avant toute intention, justement, ce fameux antigène qui allait créer un problème dans le corps et déjà avoir choisi, je dirais, la contre-attaque. Et c'est une intuition qui est donnée, et de façon, à mon avis, extrêmement étonnante de la part du système immunitaire, qui est finalement le garant de toute notre capacité, à la fois biologique, physiologique, intellectuelle et je dirais même spirituelle. Je voulais revenir sur cette intention pour montrer qu'un système biologique lui-même fonctionne de cette même façon. Si on regarde le pancréas, si vous regardez la forme du pancréas, et il ressemble exactement à votre état embryonnaire. Il ressemble non seulement à votre état embryonnaire, mais quand on regarde en embryologie la formation des trois vésicules du cerveau, elle ressemble exactement à un pancréas. Il y a vraiment une concomitance entre les formes du cerveau et les formes du corps, sachant que le pancréas est la base de nos fonctions les plus importantes, puisque c'est celui qui va diriger finalement l'énergie des cellules en distribuant le glucose et en le régulant par l'intermédiaire de l'insuline et en permettant d'équilibrer les deux, ce qui est assez rare pour un organe et les autres organes du corps, par une autre hormone qu'on appelle la somatostatine, qui est d'ailleurs une hormone endogène qui permet à la fois d'être sécrétée au niveau du cerveau et au niveau du corps, ce qui veut dire qu'il y a bien une alliance, une association entre le cerveau et le corps. Je voulais revenir donc sur ce principe de la forme qui me semble très intéressant. Et en fait, en dernier lieu, je voulais revenir sur le principe de ce cerveau à la naissance, et on a parlé ensemble justement de cet anniversaire où cet occiput revenait aux mêmes, je dirais, tensions que celle de la naissance, c'est-à-dire au moment où l'oxygène et finalement la capacité de l'eau se retrouvent ensemble pour former toutes les formes du corps. Et en fonction de ça, à chaque fois, on peut repérer finalement un principe très intéressant, c'est celui de la conduction neurologique. Si l'accouchement au niveau occipital et au niveau de l'enfant se passe normalement, sachant que l'enfant accouche par son occiput oblique droit ou gauche et haut, si l'enfant accouche par son occiput, ça veut dire que quelque part, ce cerveau qui va arriver en premier est le cerveau primaire, parce que en fait, c'est le cerveau archaïque, c'est le cerveau de l'hérédité, mais c'est aussi le cerveau de l'individualité. En effet, le cerveau postérieur est le cerveau du cervelet. Et le cervelet est une toute petite structure du cerveau finalement, qui par rapport à l'encéphale, il fait peut-être, je dirais, 1/5 de l'encéphale total, et en fait c'est celui qui a le plus de connexions. Il est le plus riche en connexions, et notamment en connexion cognitive et en connexion sensorielle. Et il va former toute notre individualité. À partir du moment où il y a finalement des conditions d'accouchement dans le stress, et on ne va pas revenir sur le stress parce que je crois que c'est suffisamment expliqué, à partir de ce moment-là, il est évident qu'il y a des zones du cervelet qui ont été chargées finalement d'empreintes, d'émotions, de conscience aussi, et qui quelque part vont être inhibées.
et on va à chaque anniversaire retrouver ces zones du cervelet et cela va nuire profondément à l'évolution de l'individu dans son individualité propre. Donc je pensais que c'était intéressant de revenir là-dessus par rapport à cet occiput. On a parlé aussi pendant la vie intra-utérine de la maturité fœtale. Il est certain que toutes les conditions des hormones du stress vont limiter profondément la qualité et la vitalité et la dynamique du volume sanguin. Et il faut savoir une chose qui est fondamentale, c'est que c'est par la qualité du sang et la dynamique du sang que se développent tous les neurones du cerveau. Donc c'est-à-dire que moins la qualité du sang est bonne, moins la dynamique, moins finalement je dirais la structure des globules rouges qui font votre volume sanguin est bonne et perturbée ensuite par les hormones du stress, et moins les neurones vont se développer au niveau du cerveau et vont être obligés d'être compensés par d'autres champs électroélectriques intérieurs, par des potentiels d'action extrêmement différents. Alors il va se passer deux choses. La première chose, il va se passer à partir du moment où dans la vie intra-utérine, les conditions ne sont pas favorables dès finalement, comme on l'a dit, à la préconception. À partir de ce moment-là, automatiquement, les potentiels d'action vont être perturbés au niveau de la membrane cellulaire, c'est-à-dire de l'échange entre les ions sodium et les ions potassium. Ça va être perturbé par des hormones du stress qui augmentent le taux de potassium, qui est comme l'adrénaline par exemple. On sait que par exemple un taux d'adrénaline trop important au niveau du cœur peut être létal, et à partir de ce moment-là, automatiquement, il va y avoir un deuxième champ d'action. Ce deuxième champ d'action va être fait par le système neurovégétatif, c'est-à-dire un système automatique qui, à partir du moment où le système de conscience ne fonctionne plus, le cerveau va se mettre en automatisme naturel, à partir du moment où justement le champ de conscience est insuffisant. Ce champ de conscience, il est fondamental et il est dans toutes les aires cérébrales. Comme le dit Laborie, comme le dit Bruce Lipton, ce serait trop long de développer cela et puis ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Mais à partir de ce moment-là, ce champ-là qui est fait par le système orthosympathique, et il y a une différenciation qui est intéressante, c'est que dans le système orthosympathique, les cellules sont pyramidales ou triangulaires, si vous voulez, c'est-à-dire des cellules qui sont faites pour essayer de donner à l'individu une forme de stabilité automatique, mais au détriment de sa propre mobilité. Car les cellules, en effet, neurologiques, ont tendance, pour la propagation de toutes les fonctions et de toutes les aires sensitives, ont tendance à être soit prismatiques, soit cylindriques. Et c'est normal puisque tout ce qui est au départ est à la forme de l'eau. Et la forme de l'eau donne une forme cylindrique. Et à partir du moment où ça commence à être triangulaire, à partir de ce moment-là, l'homme est déjà, ou le petit qui va naître, est déjà en position de survie, c'est-à-dire en position attentive et de vigilance par rapport à un danger. Pendant ce temps-là, il n'a pas le temps de rentrer dans les champs de conscience qui lui sont donnés par le cerveau archaïque, qui sont donnés par l'émotivité somatosensorielle des pariétaux ou qui lui sont donnés par le discernement du frontal. Donc à partir de ce moment-là, il va se passer une chose assez étonnante, c'est qu'il va perdre la conduction lente. La conduction lente, ça veut dire c'est celle des neurones qui vont pousser à la réflexion de l'individu, à son intériorisation, à sa perception, à la connaissance innée, universelle. Et cette condition lente est faite par les ions calcium. Qu'est-ce qui va se passer et qui va nous intéresser pour nous? C'est que certaines zones cérébrales au niveau de ces trois cerveaux vont avoir une forme de densité diminuée à partir du moment où justement cette condition lente n'existe plus et qu'elle est en état d'urgence par le système neurovégétatif. Et ça va nous permettre, par l'écoute de la main, de repérer des zones de densité qui sont plus hypodenses que d'autres et nous permettre de choisir le cerveau qui va être primaire dans la pathologie de nos patients qui sont venus nous consulter. Donc on saura si c'est un cerveau archaïque qui est primaire, c'est-à-dire le cerveau postérieur, si c'est somatosensoriel, c'est-à-dire si c'est le développement
dès la petite enfance de l'individu, qui s'est propagé à ce moment-là dans le musculaire et dans la sensitivité, ou alors si c'est un cerveau qui est déjà saturé au niveau des émotions par le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire le cerveau antérieur. Donc nous, ça nous permet de choisir, et en fonction de ça, vous avez en effet des cerveaux qui vont s'animer à partir de toutes les étapes de la vie. Donc on va citer ce qui se passe à partir de ce moment-là, au niveau de toutes les étapes de la vie. Vous avez un cerveau au niveau départ, qui est au niveau de la conception de l'individu, qui est un cerveau qui va entraîner très souvent une compression sur le système somatosensoriel. Au lieu que vos pariétaux s'ouvrent et se développent de façon harmonieuse, ils vont rester dans l'état de naissance et donc dans une forme de compression. Et à partir de ce moment-là, ce système qui est au primaire osseux va vous indiquer justement dès votre conception que vous êtes sujet à une saturation de l'hérédité. Alors saturation de l'hérédité, ça veut dire les conflits, on en a parlé, ça veut dire encore les non-dits, ça veut dire encore tous les actes anciens, violences, déportations, etc., etc. Donc c'est pour nous un repérage très intéressant au niveau de ces cerveaux et très loin, je dirais, de l'enseignement crânien primaire. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon l'enseignement crânien primaire, mais on peut aussi développer autre chose, je dirais, dans l'originalité de notre pensée et dans notre concentration et dans notre, je dirais, volonté d'approfondir. Donc vous avez dans un crâne de conception immédiatement une fonction neurologique qui va se développer très rapidement pour justement permettre, par rapport à l'apport sanguin qui est primaire, justement un développement, comme je viens de le dire, des neurones satisfaisants. À partir de ce moment-là, le principe de ce système-là va nous être donné très rapidement lorsqu'il y a eu une conception difficile, va nous être donné par le fait que le cortex orbitofrontal, le néocortex, comme on l'a appelé, aura tendance à rester compressé. Et s'il reste compressé, il est évident qu'il va être sollicité en permanence et que le potentiel d'action ne connaîtra pas de période de repos. Peut-être qu'on pourrait voir aujourd'hui là-dedans un exemple sur l'hyperactivité de certains enfants par rapport justement à ce principe-là, le manque d'attention, le manque de concentration, un imaginaire extrêmement développé pour s'extraire de cette sollicitation permanente qui, évidemment, est très très dommageable pour l'évolution de l'enfant. Et puis vous avez ensuite le crâne de vie intra-utérine. Le crâne de vie intra-utérine, il est fondamental parce que vous savez que l'enfant dans la vie intra-utérine est avant tout un enfant hormonal. Donc c'est un enfant hormonal et c'est le développement de l'humain hormonal. C'est toutes les hormones qui sont là, les hormones, autant les hormones de défense que les hormones de la détente, les hormones du plaisir, les hormones du lien aussi, comme l'ocytocine, qui est fondamentale. On ne reviendra pas dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais qui va provoquer l'allaitement. Et l'allaitement, comme on l'a dit à naissance, c'est le colostrum de la mère et c'est aussi le liquide amniotique. Donc ce crâne de vie intra-utérine est hormonal et les hormones ont une action fondamentale pour le développement de l'enfant et notamment le développement de son cerveau et la conduction neuronale par les neuromédiateurs qui sont également pour certains des hormones. Donc ce crâne-là est aussi important et on s'aperçoit que dans un crâne de vie intra-utérine, il n'y a que l'os postérieur, le crâne postérieur, qui est dans une position normale et tout le reste est dans une position serrée, une position anormale. Nous, on l'appelle bien sûr dans nos termes crâniens en rotation interne et pour expliquer aux gens, ce sont des crânes compressés.
compressé dès le départ, un petit peu comme un crâne est compressé au moment d'une césarienne, puisqu'il n'a pas le modelage de l'utérus ni du col de l'utérus. Eh bien, pour nous, ça nous permet de tout de suite savoir qu'un crâne comme ceci, ça nous permet de comprendre que les hormones, par rapport à la pathologie de notre patient, vont être fondamentales. Et il nous est possible, évidemment, par nos tests et par, je dirais, la connaissance de toutes ces hormones, de pouvoir régler la problématique. Vous savez que, je vais prendre un crâne, si vous le permettez. Je donne un exemple. Vous savez que la thyroïde est une glande qui permet, je dirais, la régulation de tout le métabolisme du corps et surtout permettre la répartition et l'équilibre au niveau de l'oxygénation du corps et au niveau des répartitions de tous les cycles embryologiques au niveau notamment cellulaire et au niveau des structures fondamentales comme la mitochondrie, qui est d'ailleurs une ancienne bactérie, et qui permet l'oxygénation de la cellule. La thyroïde va agir juste au cœur de la cellule. À partir du moment où il y a des conditions de stress, la thyroïde va automatiquement générer un excès de travail jusqu'à, évidemment, comme il y a excès, entraîner ensuite une inhibition. Eh bien nous, quand on repère ce crâne de vie intra-utérine, on va s'intéresser à la thyroïde et figurez-vous que pour nous, il y a une capacité par rapport à l'embryologie, et je ne reviendrai pas sur les détails de l'embryologie pour la thyroïde parce que ce serait trop long, mais sachez qu'il y a pour la temporale et pour le palatin, il y a une embryologie commune avec la thyroïde. Donc il est certain qu'en régulant le temporal et le palatin ici et le temporal là, on aura une action de régulation sur la thyroïde, à la fois sur le lobe droit, à la fois sur le lobe gauche de la thyroïde. Donc ça, c'est pour donner un exemple. Il en est de même pour toutes les hormones, à partir du moment où on étudie profondément l'embryologie.